Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gabriel. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se pose une question qui brille. Les bijoux valent-ils vraiment leur pesant d'or? On va essayer de décrypter ensemble ce qui se cache vraiment derrière une étiquette de prix. Oui, parce que, Gabriel, regarde-moi ça. On a deux bagues qui, à première vue, sont quasi identiques. Sauf que l'une coûte 200 euros et l'autre 20 000 euros. Comment c'est possible d'avoir un écart pareil? C'est ça le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Exactement, Sophia. Et pour y voir clair, on va littéralement disséquer un bijou. On va commencer par l'anatomie de son prix, puis on va plonger dans le cœur de la matière, le métal, ensuite la pierre. On parlera aussi de la valeur un peu invisible, celle de l'artisan, et puis on finira avec quelques clés pour faire le bon choix. C'est parti. Allez, on attaque direct. Il faut bien comprendre que le prix d'un bijou, ce n'est pas juste une question de c'est joli ou ça brille. Non, c'est une véritable équation avec plusieurs facteurs. Et les voilà, ces fameux facteurs. Il y en a 4 principaux. D'abord, bien sûr, le métal, la structure. Ensuite, la pierre, ce qui attire l'œil en premier. Après, il y a le savoir-faire, on appelle ça la façon dans le métier. Et enfin, un poids lourd, la marque. Chacun de ces éléments va ajouter une ligne sur la facture finale. Commençons donc par la base de la base, le squelette du bijou si on veut, le métal. C'est souvent là que tout commence. Alors, premier concept, technique, mais essentiel, le titrage. Il faut savoir que l'or pur, qu'on appelle l'or 24 carats, est en fait beaucoup trop mou pour être utilisé en bijouterie, histoire dorée au moindre choc. Du coup, on est obligé de le mélanger à d'autres métaux pour le rendre plus solide. C'est cet alliage qui va tout déterminer, sa solidité, sa couleur et bien sûr une bonne partie de son prix. Et d'accord, mais alors très concrètement, Gabriel, c'est quoi la différence pour nous entre de l'or 18 carats et du 9 carats? Eh bien, c'est une super question. L'or 18 carats, c'est un peu le standard de qualité en France. Il contient 75% d'or pur. Résultat, sa couleur est riche, elle ne bouge pas et résiste super bien à l'oxydation. En face, l'or 9 carats, lui, ne contient que 37,5% d'or pur. Il est donc plus pâle, et même s'il est plus dur, paradoxalement, il est plus cassant. Et surtout, il peut s'oxyder avec le temps. Et comment on peut être sûr de ce qu'on achète alors? Ah, en France, on a un système génial pour ça, les poinçons. Pour tout bijou en or de plus de 3 grammes, c'est obligatoire. Si on voit une petite tête d'aigle, c'est la garantie que c'est de l'or 18 carats. Si c'est un trèfle, c'est du 9 carats. C'est une sorte de signature de l'État qui certifie la qualité. Et si on ne veut pas forcément de l'or, il y a d'autres options, j'imagine? Bien sûr, le platine, par exemple, est un choix excellent. Il est plus rare que l'or, super résistant, et son blanc est naturel. Et chose étonnante, en ce moment, son cours est plus bas que celui de l'or. Sinon, il y a l'argent, bien plus abordable, mais aussi plus fragile. Et puis, attention à ne pas confondre. Le vermeil, c'est de l'argent plaqué or, alors que le plaqué or, c'est souvent du laiton plaqué or. La durabilité n'est pas du tout la même. Ok, on a fait le tour du métal. Maintenant, passons à ce qui fait souvent le plus rêver, la pierre. C'est elle qui va capter toute la lumière. Et quand on parle de pierre, on pense tout de suite au diamant. Pour lui, il y a une règle d'or universelle, les 4 C. C'est un peu sa carte d'identité. Il y a le carat, c'est son poids, la couleur, qui va du blanc exceptionnel à une teinte plus jaune, la clarté, ou clarity en anglais, c'est-à-dire le nombre d'imperfections, et enfin le cut, la taille, qui est cruciale car c'est elle qui va faire briller la pierre de mille feux. Mais attention, aujourd'hui, il y a une vraie révolution, le diamant de synthèse. Et là, faut être très clair, ce n'est pas un faux diamant, ce n'est pas du TOC, c'est un vrai diamant. Il a exactement la même composition chimique, les mêmes propriétés. La seule, unique différence, c'est qu'il a été créé en laboratoire plutôt que d'être extrait d'une mine. Attends, c'est dingue ça. Cette citation de Manon Lanier, elle est folle. 75% de différence sur une grosse pierre. Ça veut dire qu'on peut s'offrir un diamant bien plus impressionnant pour le même budget. Ça change complètement la donne. Absolument. Et le monde des pierres ne s'arrête pas aux diamants, loin de là. Pour les pierres de couleur, les saphirs, les rubis, les émeraudes, le critère numéro 1, ça va être l'intensité et l'uniformité de la couleur. Plus une couleur est vive et homogène, plus le prix va grimper en flèche. Et puis, il y a un autre point super important, surtout si on pense à un bijou qu'on va porter tous les jours, comme une bague de fiançailles, c'est la dureté. L'échelle de Mohs mesure la résistance aux rayures. Le diamant est tout en haut avec un 10, le saphir et le rubis sont juste derrière à 9, donc ce sont des choix très sûrs. Mais attention, par exemple, une émeraude, qui est une pierre précieuse, n'est qu'à 8 et elle est connue pour être assez fragile. Bon, on a parlé des matières premières, le métal, la pierre, mais une part énorme du prix vient de quelque chose qu'on ne peut pas toucher, le travail humain. C'est ça, la valeur invisible.
Il y a le temps de travail de l'artisan, la complexité du dessin, le prestige d'une grande marque. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier tous les coûts de marketing, de pub, de boutique. Tout ça s'ajoute au prix des matériaux et peut parfois même le dépasser. Le travail à façon, c'est vraiment le cœur de cette valeur. Ce n'est pas de l'assemblage à la chaîne, c'est un travail minutieux qui peut prendre des dizaines, voire des centaines d'heures. C'est un savoir-faire qui a un prix et c'est ce qui transforme de simples matériaux en une véritable œuvre d'art. Bon, maintenant qu'on a toutes ces infos, comment on fait pour faire le bon choix? Comment on transforme tout ce savoir en un achat intelligent? Voici une petite checklist, toute simple à garder en tête. 1. On cherche le poinçon pour être sûr du métal. 2. Pour une pierre d'une certaine valeur, on demande toujours un certificat d'un laboratoire reconnu. 3. On n'hésite pas à demander si la pierre a été traitée, c'est une info qui doit être transparente. Et enfin, 4. On réfléchit à l'usage. On ne choisit pas la même pierre pour une bague de tous les jours que pour des boucles d'oreilles de soirée. Finalement, tout se résume à cette petite formule. Le prix, c'est l'addition de ces 4 grands postes. Le métal, la pierre, le savoir-faire et la marque. Si on comprend ça, on a la clé pour décrypter n'importe quelle étiquette en bijouterie. C'est hyper clair, Gabriel, mais il y a cette phrase dans notre source qui m'a vraiment marquée. Au-delà de toute cette analyse technique, il reste ce facteur qu'on ne peut pas calculer, la charge affective. Et tu mets le doigt sur l'essentiel, Sophia. C'est peut-être même ça le plus important. Un bijou, c'est rarement un achat 100% rationnel. Il marque une étape de vie, il symbolise un amour, il transmet une histoire de famille. Et cette valeur-là, la valeur émotionnelle, elle est inestimable. Et c'est sur cette question qu'on va vous laisser réfléchir. On a décortiqué les coûts, la matière, la technique, mais au fond, la vraie valeur d'un bijou n'est-ce pas tout simplement celle qu'on lui donne? Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt sur Confluence.